Je vais juste en profiter pour remercier France Santé et les patients partenaires experts et la mobilisation de tous les usagers parce que c'est quand même eux qui sont concernés. Merci. Merci de me donner le micro. Je vais me permettre de me lever. Je n'ai pas de support, mais je vais vous solliciter. Alors, moi, je suis Lina Milliat, je suis juriste et j'accompagne Brigitte au sein de la cellule éthique de la DNS, de la délégation de numérique en santé. Et madame, vous faisiez parfaitement le lien entre le droit et l'éthique tout à l'heure. Et là, si vous voulez bien, je vais essentiellement me positionner depuis le droit. Et effectivement, en qualité de juriste, je vais d'abord interroger la salle. Y a-t-il des juristes dans la salle? Très bien, vous allez m'aider du coup à explorer cette question qui m'a été posée pour préparer cette table ronde. Quelle est la responsabilité juridique du médecin qui utilise l'intelligence artificielle? C'est un sujet que vous allez traiter en 3 heures, si vous voulez bien. Alors, en préambule, si vous voulez bien, je vais faire une distinction entre ce que je pense être de l'éthique et ce que je pense relever du droit. Est-ce que vous savez, mais c'est une vérité que personne n'ose dire, que le droit n'est pas éthique? Est-ce que vous le saviez? Le droit n'est pas éthique, d'ailleurs ça n'est pas son objet que d'être éthique. Le droit, pour faire simple et pour vulgariser la définition, c'est des règles qui ont pour objet de réguler les rapports entre les personnes privées entre elles, qu'elles soient physiques ou morales, ou les personnes privées et l'État, à un moment donné, dans une société donnée. Donc, ce sont des règles que l'on considère, à un moment donné, comme devant être celles qui doivent être respectées. Et à défaut de respect, tombe alors la sanction. C'est le pouvoir, d'ailleurs, de la règle de droit, que de pouvoir dire à un moment donné, et si ça n'est pas respecté, de pouvoir sanctionner, pouvoir que n'a pas l'éthique. Alors, là, précisément, et après avoir dit cela, je vais m'interroger justement sur le droit et à la question qui est de poser, le médecin engage-t-il sa responsabilité lorsqu'il décide en prenant en compte le résultat, la proposition de résultat qui lui a été donné par un système d'intelligence artificielle? Alors, la cartésienne que je suis, puisque je suis juriste, va vous répondre dans un premier temps. En l'état actuel du droit, la réponse est simple. À la question de savoir est-ce que le médecin peut se dédouaner en disant le système d'intelligence artificielle m'a dit que, et donc j'ai appliqué, qui est responsable du coup de la décision? On n'a pas besoin d'être juriste pour le savoir. Le droit commun de la responsabilité va s'appliquer. En effet, c'est toujours le médecin qui va être responsable de la décision qu'il prendra. C'est donc la loi du 4 mars 2002 que vous connaissez sous le nom de la loi dite Kouchner, du ministre de la Santé de l'époque, qui s'applique. La responsabilité est une responsabilité pour faute. Le médecin qui viendrait effectivement causer un dommage de par la décision qu'il aurait prise en utilisant un système d'IA assumera les conséquences de ce dommage si bien évidemment une faute lui a été reprochée. Alors les médecins se défendent en disant oui, mais a-t-on la capacité de se dégager finalement de cette proposition, décision qui nous a été donnée par ce système d'intelligence artificielle? Alors, quand on les écoute, les médecins, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis également avocat, et donc j'entends les médecins se défendre en disant « moi, je ne suis pas en capacité de venir contredire ce que me propose le système d'IA lui-même, qui a été éprouvé par des dizaines et des dizaines d'années d'expérimentation. Comment moi, à mon niveau, je suis en capacité de venir contredire ce système d'IA ?» La réponse est simple. Toi, tu es humain. L'IA n'est simplement qu'un outil qui t'aide. C'est pas un outil qui décide. On est d'accord. Il t'appartient alors, en tant que médecin, d'avoir un esprit critique sur ce que te propose cette IA. Puisque l'IA, quand on analyse finalement ce que c'est cet outil, et d'ailleurs le droit l'imagine très bien, l'IA n'est qu'un outil. Et alors je me permets de faire une petite parenthèse. On parle de l'IA et on personnalise l'IA comme étant une personne intelligente, et c'est vrai que dans les propos que j'entends partout en France, on parle de l'IA comme si c'était une personne, là où le droit vient dire clairement les choses. C'est juste un outil. Et ça l'est quand on vient effectivement analyser ce qu'apporte l'IA. Je referme ma parenthèse. Et donc,
Si effectivement le médecin qui utilise cette IA n'est pas en capacité de prendre du recul par rapport à cette IA et vient dire elle a décidé pour moi, vous avez donc compris que le juge n'a absolument pas ici de regret à venir dire tu es l'humain, tu es l'humain, tu assumeras les conséquences de ta décision. Donc, je suis navrée de vous dire que c'est toujours le principe de la responsabilité pour faute qui va s'appliquer. Néanmoins, je dois quand même indiquer, après analyse, que si effectivement le principe ne change pas, en revanche, ce que potentiellement peut être changé, c'est la typologie de la faute médicale. Je vous ai dit, la responsabilité est une responsabilité pour faute, mais on se rend compte finalement que c'est peut-être le contenu de la faute qui risque d'être modifié par l'usage de l'IA par le médecin. En effet, quand on regarde, on peut, et une analyse de la jurisprudence qui n'est pas très claire à ce stade, mais qui pointe un peu son nez, viendrait à venir en fait prétendre que le médecin, par exemple, qui ne viendrait pas utiliser un système d'IA alors éprouvé, considéré par les sociétés savantes comme étant un système fiable, mais pour autant n'étant pas rentré dans les données acquises de la science. Pour les juristes dans la salle, on sait que la faute médicale va s'apprécier en fonction des données acquises de la science. Les SIA peuvent, pour certains d'entre eux, encore une fois très éprouvés, faire partie de ces données acquises de la science. Et donc le médecin qui viendrait par conviction dire « moi je n'utilise pas ces systèmes d'IA parce que je n'y crois pas, ou parce que je ne les maîtrise pas et donc je n'assume pas », alors que les sociétés savantes, les recommandations de la Haute Autorité de Santé viendraient dire en fait ceux-là quand même ils sont éprouvés et donc ne pas les utiliser viendrait à faire perdre une chance aux patients d'avoir le bon diagnostic au bon moment. Alors là, oui, en effet, le fait que le médecin n'utilise pas ce système d'IA éprouvé, considéré comme étant scientifiquement avéré, constituerait une faute pouvant engager sa responsabilité. Mais à l'inverse, si jamais effectivement le médecin utilise un système d'IA qui, lui, n'est pas considéré comme étant scientifiquement viable et fiable, qui ne fait pas partie encore des données acquises de la science, et qui pourtant est utilisé par le médecin, et une fois utilisé, génère un dommage, vous avez compris qui est responsable? Le médecin. Donc la typologie de la faute médicale, en fait, commence à varier. Celui qui n'utilise pas le SIA alors qu'il est avéré comme étant une donnée acquise de la science est fautif s'il fait perdre une chance au patient. Et celui qui utilise un système d'IA qui n'est pas considéré comme étant un système viable, mais qui l'utilise et qui se fie aveuglément, engage aussi sa responsabilité si cette utilisation a généré effectivement une faute de diagnostic, de prévention ou de soins. Ça va? Oui. Donc, finalement, rien de nouveau à l'ère effectivement du Code de la santé publique. Quand on utilise ou pas, quand je suis médecin, un système d'IA, on est toujours responsable. La petite, effectivement, donc, subtilité concernerait, et c'est sous surveillance, en tout cas la mienne, la typologie et le contenu de la faute. Alors, peut-être qu'il y a un élément que je dois, avant d'aborder un deuxième point, que je dois quand même vous souligner. Il est vrai qu'on entend les médecins dire « oui, mais les systèmes d'IA éprouvés sont des systèmes effectivement qu'il est difficile de venir discuter, ce sont des systèmes intelligents, ce sont des systèmes qui calculent 10 fois plus vite que nous, qui sont experts sur la tâche qu'on leur demande effectivement d'exécuter. Pourquoi moi, médecin, je serais responsable du coup de m'avoir finalement, d'avoir fait confiance à ce système d'IA ?» Alors c'est une question que je vous demande effectivement de garder en tête et nous verrons d'ici 5 à 6 ans ce qui va se passer. Pourquoi? Vous savez, donc un peu d'histoire du droit médical et de la responsabilité médicale. Il fut un temps, la responsabilité des médecins était toujours pour faute. Et puis, deuxième temps, la médecine est devenue fortement technique. La technologie, elle est devenue de plus en plus performante, cette médecine. Qui fait qu'on s'est rendu compte que parfois, certains actes médicaux pouvaient entraîner un dommage sans même véritablement qu'il y ait de faute médicale. C'est à ce moment-là qu'on s'est interrogé sur la question de l'aléa médical. Ça vous dit quelque chose? Cette loi du 4 mars 2002, tout en consacrant le principe de la responsabilité pour faute du médecin, a aussi consacré le principe
d'une responsabilité en fait sociétale en créant effectivement ce que l'on appelle l'aléa médical, l'accident médical, qui comprend l'accident médical, l'affection iatrogène et l'infection nosocomiale. C'est la société qui vient dire, en effet, cette médecine qui est de plus en plus technique peut générer des risques qui ne sont pas imputables aux médecins. Ce sont des risques qui sont voulus par la société et donc des risques qui doivent être assumés par la société. Et c'est alors qu'on est venu créer ce régime de responsabilité solidaire. Vous savez qu'il existe en France, depuis la loi du 4 mars 2002, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui sont essentiellement financés par la solidarité nationale, je ne rentre pas dans le détail, mais qui viennent indemniser les victimes de dommages résultant d'un aléa thérapeutique. Donc, ça veut dire que schématiquement, on a bien un médecin qui est intervenu. À la suite de cette intervention, on a bien un patient qui a souffert d'un dommage. Mais d'un point de vue judiciaire, on a identifié que la cause de ce dommage n'était pas une faute du médecin, mais bel et bien une faute liée finalement à un accident médical, enfin un dommage lié à un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale, parce que la société s'est rendue compte que le risque devait être assumé par elle. Alors pourquoi je cite cela? Souvenez-vous, je vous ai dit, il faut qu'on regarde dans 5-6 ans ce qui va se passer. Peut-être que la société va se dire non, on ne peut pas se passer du système DIA. Le système DIA est performant. On ne peut pas dire au médecin, c'est toi qui dois assumer toutes les conséquences de l'utilisation du système DIA. Et peut-être que la société va se dire, on va créer un fonds d'indemnisation. On va inciter les médecins effectivement à utiliser ces systèmes DIA, mais en contrepartie, pour qu'ils n'en assument pas les responsabilités, et lorsqu'ils l'utilisent de manière tout à fait consciencieuse, eh bien, on va peut-être créer un fonds d'indemnisation qui sera alors supporté par la solidarité nationale, autrement dit par nous. C'est une question ouverte, mais à mon avis, c'est une question qui règle plus le problème que la façon dont ça avait été abordé au niveau européen il y a quelques années, où on se questionnait, souvenez-vous, pour les juristes dans la salle, sur la nécessité potentielle d'accorder la personnalité juridique à des intelligences artificielles. Hérésie totale, et heureusement, on n'est pas allé plus loin. Ça, c'est le premier point. Alors, on a compris qu'à ce jour, c'est le médecin qui assume donc la responsabilité de l'usage d'un système d'IA si celui-ci, effectivement, a généré un dommage au patient. La deuxième question qu'on va se poser, c'est, imaginons que le système d'IA, ne cause pas de dommages. Pour autant, est-ce qu'on pourrait reprocher au médecin une faute ? Oui, mais laquelle? Eh bien, ce que moi j'appelle la faute d'humanisme médical. C'est quoi? La faute d'humanisme médical, c'est le fait que le médecin n'ait pas informé le patient qu'il a utilisé, à l'occasion de la réalisation de son acte diagnostique de prévention et de soins, un système d'IA. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, j'aimerais tellement vous dire que ça vient de moi. Ça, vous savez d'où ça vient. C'est la loi bioéthique française de 2021 qui a effectivement intégré un article dans le Code de la santé publique, 4001-3, qui vient dire effectivement que tout médecin qui utilise un système algorithmique, un système d'IA, on va dire, qui, donc à l'occasion de la réalisation de son acte de diagnostic de prévention et de soins, se doit, premièrement, de s'informer lui-même de comment a été effectivement conçu ce système et, dans un second temps, doit informer le patient qu'à l'occasion effectivement de sa prise en charge, on a utilisé un système d'IA et lui dire, dit l'article, quel est l'impact, en fait, quel était le poids de cette utilisation dans l'acte décisionnel du médecin. Alors, on est quand même sur un article très spécifique du Code de la santé publique, c'est lorsque le médecin utilise en fait des systèmes d'IA qui ont un poids dans sa décision. Ce n'est pas le simple système d'IA qu'on retrouve dans les logiciels experts d'aide à la prescription. D'accord? On est vraiment sur celui qui prend effectivement du poids dans sa décision. Alors, ça, c'est un article qui est encore avant-gardiste, mais nous, les Français, on aime ça par rapport effectivement au niveau européen. Pourquoi? Parce que ça impose, en fait, c'est l'annonce de ce qui est en train de se passer, ce qui est en cours avec le règlement européen concernant l'intelligence artificielle, le RIA, l'IA Act. Ça vous dit quelque chose? Qui prévoit effectivement cette déclinaison, parce qu'il est clair que si le médecin doit,
pouvoir s'informer, qui va l'informer? Est-ce que vous pensez les médecins dans la salle? Est-ce que vous avez cette capacité à aller voir comment un système d'intelligence artificielle est conçu? Bien sûr que non. À qui appartient cette obligation de vous informer? À qui, selon vous? Ben oui, par l'éditeur de la solution, par le distributeur. Et donc ceux-là qui sont de la tech, qui n'ont pas du tout le même langage que celui des médecins, qui, je vous rappelle, lui-même doit informer le patient, se doivent d'avoir un discours pédagogique, se doivent d'être transparents. Et c'est là où on a la force du droit dont je parlais en préambule, l'obligation qu'ils ont, qu'ils avaient éthiquement avant, mais qu'ils ne faisaient pas et qui sont aujourd'hui juridiquement obligés effectivement d'exécuter, d'avoir un système transparent, d'avoir un langage pédagogique qui permet au médecin de comprendre à son niveau. Et attention, c'est pas au médecin de se mettre au niveau de l'éditeur, surtout pas. C'est à l'éditeur de se mettre au niveau du médecin, d'accord? Pour que le médecin puisse comprendre effectivement les enjeux pour lui, l'usage de ce SIA, et bien sûr, qu'il puisse en être en capacité d'exécuter son obligation d'information dite humaniste, d'informer le patient. Aujourd'hui, les médecins sont incapables d'informer le patient. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont eux-mêmes pas informés. Pour les médecins dans la salle, si vous saviez tout ce qui se passe, tout ce qui passe par vous, si vous saviez dans les CGU, alors j'aime bien parce que Jean-François parlait des CGU tout à l'heure, vous voyez, typiquement les CGU, juridiquement c'est obligatoire. Et pour nous, juridiquement, si vous ne le disiez pas, c'est votre faute. Si vous dites je consens, c'est votre faute. D'accord? Éthiquement, c'est inacceptable de se dire que 10 pages, c'est trop long et en plus écrit en police 8. Sauf que juridiquement, ça fait le job. D'accord? Et pourquoi ces 10 pages? Non pas pour vous faire en sorte que vous n'alliez pas jusqu'au bout, parce qu'il y a tellement de choses à vous dire. Il n'y a rien de plus intéressant que les CGU. Moi, je passe ma vie à en lire. Et je vous assure que je ne m'endors même pas, tellement il y a des choses terribles qui sont dedans, où on se dégage de sa responsabilité, où on traite de la donnée, et on l'envoie partout. Et vous, vous dites, oui, j'accepte. Ok, pas de souci, j'accepte. Et puis, avec la petite étoile en disant, au fait, on n'oublie pas de vous dire, hein, cher médecin, c'est vous qui êtes responsable de tout, et surtout de l'information donnée aux patients. Oui, j'accepte, pas de problème, j'accepte. Bon. Sauf que c'est juridiquement, ça vous lie, hein, contractuellement parlant, donc faites attention, et c'est d'ailleurs ce sur quoi on travaille à la mise donc, au sein de la cellule éthique, hein, c'est oui le droit, mais il faut aller au-delà. L'idée de l'éthique, c'est d'être transparent, l'idée d'éthique, c'est de donner les moyens d'être éclairé sur une décision, d'accord? D'être un moyen d'accepter de manière effectivement consciencieuse. Alors, pour terminer, effectivement, donc, puisque au final, cette responsabilité que porte le médecin quant à la réalisation effectivement de son acte qui utilise ce SIA, c'est une responsabilité au final qu'il porte aussi et surtout vis-à-vis du patient. D'accord? Alors vous allez me dire, mais oui, mais ça c'est la leader, c'est connu, elle nous dit des choses que tout le monde connaît. Mais ça va bien au-delà, puisque cette responsabilité que porte le patient, que porte le médecin vis-à-vis du patient, c'est une responsabilité auquel le médecin peut avoir à rendre compte devant la justice. Et il n'y a rien de plus terrible que d'avoir à répondre à un juge sur quelque chose dont on n'a pas eu conscience. Et qu'on n'est pas capable en fait de lui dire, j'ai pas, moi, à mon niveau, été capable en fait de venir interroger ce que j'étais en train d'utiliser. C'est comme le conducteur d'un véhicule automatique qui vient dire, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Oui, mais tu as pris la responsabilité de monter dans la voiture et de mettre en danger toutes les personnes qui t'ont croisé. Est-ce que c'est acceptable pour vous, cet argument? Je n'oserais même pas le faire. En tant qu'avocat devant le juge, je ne peux pas. Et effectivement, donc le médecin ne peut pas se dédouaner. Alors, je parle devant le juge parce que c'est ce qui fait effectivement le plus peur, mais surtout face au patient qui, lui, est dans une vulnérabilité totale. Dans le sens où, s'il va voir le médecin, le patient, c'est jamais bien agréable pour le patient d'aller voir le médecin, donc il est déjà par sa situation mis en vulnérabilité. Et il est d'autant plus mis en vulnérabilité qu'en fait, ses droits sont mis en danger par le fait que le médecin utilise des outils que lui-même ne maîtrise pas et qu'au final, le patient va devoir effectivement assumer, je parle bien évidemment du traitement de ces données. Alors, c'est pour ça qu'en fait, c'est la loi bioéthique qui est venue insérer cette obligation du médecin d'aller chercher l'info pour pouvoir la communiquer au patient, simplement pour dire au médecin, tu restes responsable,
Tu es le professionnel et tu dois aider le patient à co-décider de ce qu'il veut ou pas faire, et de sa santé, mais ça c'est évident, et surtout de sa donnée, c'est ce qu'on appelle le principe de la démocratie sanitaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, on va donner la parole à Claude Pintet, patient de partenaire responsable de l'association de tiers-lieux de Tétu. Vous m'entendez? Oui. Alors, je vais faire un petit lien, d'abord, puis je me présenterai après. Je vais faire un petit lien. Ce matin, j'avais rendez-vous dans un centre de radiologie. Et la radiologue que je voyais, que je connais bien, je l'interrogeais effectivement sur les résultats d'un examen qu'on venait de passer par rapport à l'utilisation de l'IA. Et je lui demandais effectivement si les patients qui étaient dans ce centre étaient informés ou régulièrement, etc. Elle m'a dit pas grand nombre de passer. Mais elle m'a dit par contre, j'ai eu récemment le cas de 2-3 patients qui sont venus et qui ont refusé de passer l'examen dans ce centre parce qu'ils utilisaient de l'IA dans la lecture. Voilà. Et donc, elle a été obligée de leur dire, écoutez, vous refaites le tour des centres de radiologie de Paris où on n'utilise pas l'IA. Mais en fait, alors je ne vous dirai pas les profils de ces personnes, mais effectivement, cette question aussi, c'était des patients pour la première fois. Voilà. Donc, rapidement, pour me représenter, donc, je suis patient partenaire, formée à l'Université des patients. Ça fait 4-5 ans donc, j'ai changé de territoire et que je me suis vraiment engagée pleinement, pratiquement à plein temps aujourd'hui, autour des questions de l'e-santé, de tout ce qui est autour du patient et du numérique. Et je rejoins depuis un bon moment maintenant, et toujours avec joie, l'équipe étant membre du tiers-lieu à Hôtel-Lieu, qui est dirigée par Nicolas Castaldi, qui est à la table ronde. Et donc, Nicolas m'a demandé aussi de venir participer à cette table ronde parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question aussi patient et télésurveillance en ayant fait beaucoup de terrain à l'hôpital Henri d'Or où a été déployé pour la première fois un outil à la PHP de télésurveillance. Et très vite, je me suis particulièrement intéressée aussi aux questions de fracture numérique et j'avais pu à ce sujet rentrer dans une étude exploratoire de remise de tablettes à des patients non équipés. Et j'étais en charge de remettre cette tablette, donc tout ce qui est un peu ce dont je voudrais vous parler autour de normétique, autour du numérique, donc ça va compléter un petit peu ce que vous avez dit. Donc moi je prends des notes, je note beaucoup parce que j'interviens sur beaucoup de choses, je suis un peu je fais partie des patients partenaires un peu couteau suisse, qui intervient sur beaucoup de choses, et j'ai besoin d'avoir un petit support pour surtout rien oublier, et je pense qu'aujourd'hui, je vais surtout vous poser des questions qui vont peut-être un petit peu interpeller la salle, parce que là, on a parlé évidemment de conformité, de sécurité, on parle beaucoup de régulation, mais si on questionne le normatif, qui parle et pour qui? Ça, c'est mes grandes questions, avec quelles conséquences de tout ça, sur évidemment les normes éthiques et juridiques. De quoi, qui décide de ce qui est acceptable ou non dans les usages du numérique en santé. Je vais mettre mes lunettes. Voilà. Et en fait, mes questions tournent autour un petit peu de quelles sont les voix entendues dans la fabrication de ces normes, dans ces normes juridiques et aussi éthiques. Est-ce que ce sont, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, est-ce que ce sont les industriels et puis les institutions, après les médecins, mais où sont un petit peu les utilisateurs? C'est la question que je voudrais soulever aujourd'hui avec vous. Des normes pour qui? Comment sont-elles pensées ces normes juridiques et éthiques? Comment ces normes sont-elles pensées pour les patients, dans le réel aussi de leur vécu? Comment s'assure-t-on qu'elles protègent sans déposséder le patient? Les normes sont-elles neutres? Autre question, à quel moment ce qui relie d'un choix technique ou politique se transforme-t-il en évidence normative? Donc tout ça, c'est des questions un petit peu pour garantir un peu l'inclusion numérique avec cette interface qu'on veut de plus en plus intuitive. Comment placer les patients au centre? Quels sont les enjeux du vécu du patient? C'est vraiment toute la question, on est sur la question de beaucoup vert, on met ce patient centrique au milieu, mais est-ce qu'on construit réellement avec lui? C'est ma question. Est-ce qu'on peut passer
est-ce qu'on ne peut pas se contenter de dire qu'un dispositif est utile ou innovant? Jusqu'où on peut le dire par rapport au patient? L'éthique n'est pas de cacher les cases, mais c'est écouter, ajuster, réinterroger tout le temps, en fait, par rapport à l'usage du patient. Le patient qui est vraiment au bout de la chaîne de tout ça, il faut le rappeler. Hein. Est-ce que c'est de faire de l'expérience patient un critère de légitimité aussi? Est-ce qu'on a pensé à tout ça? Est-ce que le patient peut amener aussi de la légitimité et comment? On a parlé de ce matin de dispositifs. C'était intéressant parce que vous avez vraiment remis en fait la création d'outils, mais derrière ces outils deviennent des dispositifs pour les patients. Parce que derrière, dans ces outils qui deviennent des dispositifs dans les parcours patients, en fin de compte, c'est ce patient qui va devenir ce producteur de valeur, ce patient qui va évidemment faire de la donnée dans ces dispositifs. Et ces données, on en a parlé aussi tout à l'heure, comment elles sont expliquées aux patients, comment elles sont informées sur la question de l'information. Je reviendrai tout à l'heure sur la question de la transparence de toutes ces questions. Et puis ça vient chercher aussi dans ces données de l'intime, de l'intime avec toute l'histoire du patient, pas seulement aussi de la valeur de la données biologiques, mais aussi de plus en plus on va chercher aussi de la valeur qui est aussi sur le ressenti du patient. Là, je touche vraiment, je reviens un peu sur toute la question de l'expérience patient par rapport au numérique. Et puis, on a parlé de récit tout à l'heure avec Michel aussi. Le patient aussi revient aussi avec son histoire, ses récits. Et tout ce qui est autour du numérique, en fin de compte, va s'inscrire dans une relation humaine, toujours, où l'équilibre humain et digital va toujours être mis un petit peu parfois souvent aussi en déséquilibre aujourd'hui, parce que les soignants, et ça vous avez abordé cette question-là, ne sont pas toujours à même de parler du numérique à leurs patients. Récemment, j'ai aidé un service à construire qui devait effectivement proposer des dispositifs numériques et des tablettes à des patients en facture numérique. Et cet établissement ce service dans cet établissement est venu me chercher parce que, en fait, il ne savait pas construire c'est pas une consultation, ce serait un rendez-vous numérique pour expliquer l'outil et le dispositif, l'outil déjà, parce qu'il a fallu prendre en main aussi l'outil. Parfois, c'est une tablette pour les personnes équipées, donc on n'est pas à parler d'outils, mais à parler du dispositif. Ce tiers qui s'invite dans la relation patient-soignant. Là, en fin de compte, souvent, dans les services, les soignants ou les infirmières de coordination à qui on propose aussi de mener ces entretiens, de rendez-vous pour la prise en main de ces outils, en fait, elles ne sont pas du tout formées à ça. Et il y a très peu d'endroits où elles peuvent trouver justement à se former pour parler de ça aux patients, de ce tiers qui arrive dans la relation de soins. Et là, ils ont eu l'idée de dire, tiens, le dentaire, comme elle a fait déjà pas mal de terrain, est-ce que vous pourriez nous aider à construire ce rendez-vous ? Et en fait, c'était plutôt... Maintenant, je retournerai dans ce service dans 6 mois pour voir un petit peu où ils en sont dans la construction de ce rendez-vous. Pour continuer... donc, là, je reprends un petit peu sur l'expérience patient. Donc, de ce côté norme, éthique et juridique, on ne peut pas avancer sans prendre un ancrage de la réalité du terrain qui est vécu par le patient. On va surtout parler de bénéfices dans les parcours de soins où on intègre effectivement le numérique, mais ce bénéfice aussi doit être toujours mis en balance et se re-questionner aussi par rapport à c'est quoi le bénéfice du patient dans ces dispositifs, dans le parcours. Souvent, c'est amener aussi une couche supplémentaire dans la vie réelle, dans la réalité du parcours du patient. Il y a déjà le parcours, il y a le soin, il y a des annonces, etc. Et souvent, les dispositifs sont proposés tout au début des parcours des patients. Et la question dans les services, c'est de savoir à quel moment, au moment de tout ce qui se passe au niveau des annonces, sur, mettons, avant une chimiothérapie ou avant de l'opératoire, etc., à quel moment on doit parler de ces dispositifs et comment on doit parler de ces dispositifs. Et le temps du patient n'est pas le temps du service.
des soignants. Donc ça, je voudrais le signaler aussi, un petit peu, en tout cas le souligner. Et puis, je voudrais revoir un petit peu la question aussi, mais que vivent concrètement les conséquences de ces choix technologiques derrière les usages, où se trouve souvent le challenge de l'adhésion. On parle beaucoup d'incitation déjà, dans un premier rendez-vous, on incite le patient à voir un petit peu s'il est en capacité de gérer aussi un outil numérique. Après, on va passer très vite sur l'appropriation, parce que généralement, là, le patient devra se débrouiller aussi, voir seul comment il va pouvoir approprier, parce qu'on n'a pas toujours le temps de développer trop le sens de tout ça auprès du patient. Et puis, l'acquisition aussi de ces outils. Tout ça parce que, derrière, évidemment, on a quand même un objectif qui est quand même très clair aussi, souvent de la part des équipes aussi, c'est cette fameuse émancipation du patient, cet empowerment de patient sur lequel on se projette beaucoup aussi dans le bénéfice aussi de ces outils qui arrivent. Informer, sensibiliser, dans le sens, accompagner, former. Et puis c'est aussi d'arriver sur la question de la confiance. Et sur la confiance, ça peut être au début d'un rendez-vous, je veux dire, pour passer un examen, quand il s'agit de l'IA, ça peut être la confiance aussi, d'expliquer aussi un petit peu aux patients d'une façon assez claire. Comme vous avez dit tout à l'heure, généralement c'est les médecins qui doivent aussi se mettre à la hauteur de compréhension des outils, mais souvent on ne fait pas toujours le job aussi directement pour les patients. On pense que ça va s'organiser d'une façon extrêmement naturelle et c'est ce qui n'est pas toujours vrai. Parce que derrière, ce tiers qui s'invite, en fin de compte, le patient se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va surveiller exactement? Est-ce qu'on va surveiller surtout pour éviter que le patient repasse par les urgences, ou est-ce qu'on va surveiller aussi pour tout ce qui est autour de la qualité de vie du patient? Ça, on pourrait en parler assez longuement. Qu'est-ce qu'une norme juste? Donc, je repose la question, elle se construit qu'en partant de la réalité des soins, ça c'est important, mais c'est dans la réalité des soins, il y a la réalité du soignant, mais il y a aussi la réalité du patient. J'insiste aussi. Est-ce que protection et participation, donc on voit bien que le droit protège, que l'éthique questionne, et pour les patients, le numérique pose aussi la question de préoccupations concrètes par rapport aussi à ces problématiques de savoir comment il va, toutes ces fractures numériques, tout ce qui est autour de ces handicaps invisibles, tout ce qui est autour de comment il va, sur les questions d'observance à long temps, sur du temps long, est-ce qu'il va utiliser les outils numériques? Il faut aussi se poser beaucoup de questions et réinviter à chaque fois le patient. Je vais vous faire très très court pour terminer. Donc on a vu les risques d'exclusion, tout ce qui est autour du handicap et cognitif, tout ce qui est numérique aussi sur la fracture numérique et isolement social. En tout cas, moi je l'ai mesuré d'une façon directe en étant sur le terrain d'hôpital. Et puis, tout ce qui est autour de ces normes devant inclure une navette d'évaluation absolument nécessaire de l'impact des patients. Cet impact, souvent, il est mesuré dans des webinars, il peut être mesuré dans des comités patients. Je fais partie d'un comité patient sur les jumeaux numériques, c'est un consortium. Il y a un comité éthique à côté, des comités scientifiques. Et le comité des patients, il vient un peu par un alibi. Je le sens que mais au début, pour certains, c'était un peu d'avoir rempli la case et d'avoir créé un comité patient en disant là, on est dans une norme éthique aussi, en mettant les patients dans ce consortium. Mais est-ce que notre parole sera vraiment, et notre voix sera vraiment écoutée? Je le saurai dans quelques mois. Mais en tout cas, il y a effectivement toute cette volonté de mettre le patient, mais on ne sait pas toujours comment bien l'utiliser dans ces comités, et on ne sait pas toujours si ce patient est bien, comment je veux dire, présent dans des décisions. Il arrive trop tard, souvent, dans des co-constructions. Il arrive vraiment pour valider déjà ce qui est construit, et dans ce qui est construit, on sait très bien qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Ça sera trop compliqué de revenir en arrière, donc ça c'est toutes les questions de design, peut-être que Nicolas avancera aussi sur cette question-là, et en tout cas, je voudrais, à travers ce matin, vraiment interroger aussi qu'est-ce que c'est qu'une norme éthique et juridique du côté des patients, sans eux, parce qu'on construit beaucoup pour le patient, vers le patient, mais il reste encore la question de savoir comment le mettre avec. Merci.
Merci beaucoup pour votre présentation et pour ce témoignage, cette expertise, cette occupation. Santa, je vais laisser la parole à Arsène Le Maréchal, chargé de mission France Asso Santé. Bonjour à tous et à tous et merci pour l'organisation de cette journée et pour l'invitation. Ce que je vais dire va faire pas mal écho à l'intervention de Madame Planté sur les usagers du système de santé, notamment à travers France Asso Santé Île-de-France, où je suis chargé de mission, et qui est une délégation francilienne de l'association France Asso Santé, qui est le nom choisi pour l'Union nationale des associations agréées du système de santé, qui est un collectif interassociatif auquel adhèrent des associations au niveau national, mais aussi à échelle régionale dans nos délégations. Et en Île-de-France, par exemple, nous avons une soixantaine d'associations de patients, de personnes malades, de personnes précaires, de personnes handicapées et de familles, ainsi que de consommateurs. Et c'est à travers le travail que nous réalisons avec elles, dans les groupes de travail notamment, sur des sujets divers et variés, dont le numérique, que nous recueillons leurs paroles via tous les bénévoles qui sont soit des représentants des usagers dans les instances de démocratie en santé, soit les bénévoles actifs d'associations, présidents ou vice-présidents, qui sont nos correspondants à France Asso Santé. Et parmi tout ce que nous avons recueilli, nous avons quelques pistes de réflexion concernant les enjeux éthiques du numérique en santé, qui est déjà le fait que c'est un objet pour les usagers qui est tout sauf anodin et qui est vécu vraiment comme une transformation sociétale à part entière et pas simplement un continuum technologique ou une innovation qui viendrait s'ajouter à toutes les innovations déjà existantes dans le secteur de la santé. Déjà parce qu'il concerne absolument tous les domaines de notre vie, il a vraiment bouleversé nos manières de communiquer, de consommer et aussi de nous soigner. Donc le soin est un détail parmi d'autres de cette révolution que nous traversons. Il y a aussi dans les propos que nous recueillons et les échanges que nous avons avec les usagers, cette idée d'une explosion des usages et d'un écosystème extrêmement riche et abondant en matière d'usage du numérique en santé. Et à cela s'ajoutent aussi des réflexions concernant la superposition des inégalités de santé avec les inégalités d'accès au numérique pour les usagers, et ce qui peut avoir tendance à ajouter plus d'incertitudes que de répondre à des questionnements et à des interrogations. C'est pour ça que dans ce contexte-là, le numérique, il a complètement modifié aussi notre manière de communiquer en matière de santé et d'accès à la santé par l'instantanéité de la communication. Il a aussi accéléré l'accès à la connaissance, et pas seulement pour les professionnels de santé, y compris pour les usagers qui désormais ont un accès à la connaissance instantanée, très riche, et des ressources multiples et variées concernant la santé ou l'organisation des soins. Et il aussi a changé et modifié la relation de soins entre soignantes-soignants et patientes et patients. C'est pour ça que les usagers préconisent une santé de demain qui ne soit pas juste une santé numérique médiée par un écran, mais bien une réorganisation complète du système de santé qui soit une innovation organisationnelle qui puisse vraiment accompagner l'innovation technologique et lui servir pour que ces progrès, ces innovations soient une véritable réussite à tous les niveaux. Alors pour cela, il y a évidemment toujours en objectif le respect des droits fondamentaux des usagers, qui ne se limite évidemment pas qu'au numérique, avec le consentement libre et éclairé des usagers, le libre choix par les usagers de tous les opérateurs du système de santé, et le droit au secret, ainsi qu'à l'information sur sa santé. Et cela pour servir des objectifs très concrets qui servent tout aussi bien les professionnels de santé que les usagers: la simplification du parcours de santé, la permanence et la continuité des soins, et de manière plus générale, l'amélioration de la qualité de vie des usagers.
si la e-santé a vraiment permis de créer des liens, d'accélérer la transmission des savoirs, on peut, parmi aussi tous les usagers avec lesquels nous échangeons, on peut aussi voir que c'est un véritable défi en matière d'accès à la connaissance et un enjeu d'inégalité profonde, puisque les inégalités sociales de santé peuvent s'additionner et se cumuler avec celles du numérique. Et c'est pour ça que nous jugeons vraiment indispensable d'accompagner les usagers du système de santé dans la montée en maîtrise et en compétence de tous ces outils pour vraiment pouvoir accéder à l'innovation et ne pas en être simplement témoin, voire être laissé pour compte dans certains cas. Et cela aussi pour vraiment comprendre tous les enjeux et pouvoir effectuer leur choix de la manière la plus informée et éclairée possible, notamment en ayant accès à leurs données de santé sur mon espace santé ou en pouvant recourir à un second avis médical dans le cas d'un diagnostic, par exemple. Aujourd'hui, le numérique est loin d'être une donnée complètement, enfin, de faire l'unanimité et d'être homogène, puisque 16 millions de Français en sont éloignés, et cela pour des raisons très diverses et variées, qui tiennent déjà des usages, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est près de 20% des jeunes qui sont éloignés du numérique aujourd'hui en France, des fractures aussi liées aux compétences, donc pour les générations les plus âgées, mais aussi à partir d'un âge assez jeune dans une vie, dès 46 ans, certaines personnes estiment reconnaître une diminution des compétences liées au numérique. Et c'est aussi 45% d'adultes qui ont déclaré dans l'étude sur la littératie en santé qui a été menée en Europe en 2019, HLS 19, 46% des répondants estimaient avoir à un moment ou à un autre des difficultés d'usage du numérique dans leur parcours de santé. Et j'ajoute à cela les fractures socio-économiques qui sont évidemment très variées, la langue pour les publics allophones qui n'ont pas la possibilité d'écrire voire de parler français, l'accessibilité, des populations aussi défavorisées socio-économiquement et qui sont précaires et vulnérables et qui n'ont pas la possibilité de maîtriser les outils, l'éducation à la santé et l'éducation tout court, et puis des disparités territoriales et régionales dans notamment des régions qui sont dites zones blanches et qui n'ont pas forcément l'équipement informatique adéquat pour pouvoir utiliser tous ces dispositifs. Un petit exemple concret d'inégalité territoriale de santé en raison du numérique, c'est la Covid-19 qui a été très révélatrice de ces inégalités. Vous pouvez voir sur la carte qu'en juin 2021, la couverture vaccinale à échelle nationale était 34%, contre seulement 22,5% dans ce département, la Seine-Saint-Denis, à la même époque. Et on peut analyser cet écart énorme, notamment en raison de facteurs déterminants négatifs du numérique dans le domaine de la santé, de deux types. En plus de toutes les fractures socio-économiques qui existent déjà et qui sont malheureusement présentes dans ce territoire, le mode de prise de rendez-vous était un gros sujet puisqu'il était très difficile, voire quasiment impossible, de prendre rendez-vous autrement qu'en utilisant des plateformes de rendez-vous en ligne, Doctolib, Cakedoc ou Maya. Et par conséquent, toutes les personnes éloignées du numérique n'ont pas eu la possibilité d'avoir accès à un créneau. Et l'autre sujet, c'est aussi l'accès à l'information, puisque énormément de fake news et nouvelles fallacieuses concernant la pandémie et concernant le vaccin ont été propagées pendant cette période-là, et certains publics n'ont pas eu forcément l'accès à la connaissance qui permettait d'étayer scientifiquement des informations véritables ou de démonter tout ce qui pouvait être faux à ce sujet. Au niveau local, ça s'est traduit par des écarts immenses. Par exemple, dans la ville de Pantin, plus de 40% des personnes qui venaient se faire vacciner provenaient d'autres départements d'Île-de-France. Et c'est encore pire à la Courneuve, puisque seulement 20% des bénéficiaires étaient des Courneuviennes et des Courneviens, contre 30% de Parisiens dans cette même ville. Alors aujourd'hui, le sentiment des usagers il peut être
parfois un sentiment de confusion dans cet écosystème numérique qui concerne absolument tous les usages de la vie, que ce soit les usages de communication, de paiement, de facturation, d'accès aux assurances, d'accès aussi aux allocations familiales et puis d'accès à la santé, que ce soit par l'information, la prise de rendez-vous ou ces données de santé. Les craintes exprimées sont de types différents. Il y a la question, ça a été dit plus tôt, sur la confidentialité et la sécurité des données. La peur aussi d'une déshumanisation du soin et le manque d'échange entre professionnels de santé et patients. Les limites techniques aussi, le problème de l'accessibilité et, de manière générale, un sentiment un peu de confusion, peut-être par manque d'informations sur la règle à suivre ou le protocole pour suivre ces dispositifs du mieux qu'on peut. Pour ce qui est de l'IA plus spécifiquement, les craintes exprimées ont plutôt concerné, en matière d'erreur médicale, pas tellement la question alors ça a été dit tout à l'heure au sujet de la responsabilité médicale, mais pas tellement au sujet de la crainte d'une augmentation exponentielle des erreurs médicales, mais plutôt de l'absence de recours possible ou de retracer la responsabilité. Ça, c'est une crainte assez récurrente. La crainte de la déshumanisation, elle est à double tranchant, puisque d'une part, il y a un peu ce fantasme, cette peur que les soignantes et les soignants soient remplacés par des robots et des logiciels, mais aussi que les usagers eux-mêmes ne soient plus identifiés comme un agglomérat de données et qui disparaissent derrière toutes ces datas et qui ne soient plus considérés comme des sujets à part entière et comme des personnes souveraines et citoyennes. Et en plus de cela, s'ajoute aussi une réflexion un peu paradoxale sur l'IA, puisque si elle permet, grâce à l'accumulation des savoirs, d'adapter et de personnaliser la médecine et de la rendre encore plus ciblée et efficace, il y a aussi la crainte qu'elle devienne confiscatoire en laissant le dernier mot d'une décision médicale à une IA au motif qu'elle serait fondée sur des arguments et des principes indubitable, au détriment de la décision finale souveraine des usagers eux-mêmes. C'est pour cela que je terminerai avec ces quelques mots, que si c'est un levier d'inclusion profond et un possible accélérateur de progrès pour les usagers du système de santé, le numérique et l'IA également sont aujourd'hui des technologies qui permettent le progrès, mais qui doivent être pensées dans une éthique de l'usage et de la pratique comme clairement intégrés et vertueux au niveau du respect des droits de tous les patientes et les patients, ainsi que des valeurs du système de santé, l'humanisme et la solidarité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je comprends bien qu'un projet numérique d'une telle envergure est avant tout un projet humain. Au bout du temps, on va prendre 2-3 questions. Donc n'hésitez pas et attention à la marche. N'hésitez pas à lever la main. Je viendrai vous apporter le microphone et on laissera aux intervenants de vous répondre. Alors, excusez-moi, moi aussi, je représente des usagers en santé qui sont les personnes âgées. Et la question que je me posais, qui concerne aussi notre camarade juriste, c'est effectivement, est-ce que le patient est compétent pour dédouaner, par exemple, le professionnel de santé au motif qu'il a signé des CGU, là, dont il n'a pas compris la moitié et qui, en plus, sont illisibles et ne sont pas réellement assimilables. Enfin, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, quoi, que ce consentement-là? Et par exemple, très concrètement, quand un patient signe pour que ses données de santé soient accessibles à tout agent de l'hôpital, par exemple, et pas seulement aux gens du service qui le soignent, donc un partage universel quasiment de ses données à tout agent, est-ce qu'il a vraiment signé pour ça? Est-ce qu'il s'en est même rendu compte? C'est une vraie question pour moi. On va juste dire, avant de repasser le micro, que la mousse blanche a encore tout son effet sur le patient. Si voilà, le patient, en fin de compte, va signer, ne lira jamais toutes les pages,
mais il est dans un autre temps, enfin, pris par autre chose. Et en fait, il y a cette relation de confiance encore dans le monde médical et encore la confiance dans la blouse blanche. Je voudrais juste souligner ça. Vous voulez que je parle en vrai? Est-ce que vous voulez que je vous parle en vérité? La mienne. Donc là, je prends ma casquette d'avocat. Alors, quelle est la valeur du consentement d'un patient qui a signé un document? Alors, ça vaut pour le traitement des données, comme ça vaut pour un document visant à informer le patient sur l'acte, par exemple, chirurgical qu'il va subir et qu'il a signé. Alors, je parle d'une certaine vérité parce que c'est précisément ce que j'ai déjà eu à défendre du côté médecin, devant les prétoires. Et j'ai déjà eu des magnifiques documents signés très bien. Et pour autant, le patient s'est plaint de ne pas avoir été correctement informé dans un second temps d'un risque qui s'était réalisé. Le patient a obtenu gain de cause devant le prétoire, devant les juges. C'est-à-dire que ce qu'il faut tirer de ces histoires-là, et ça s'est vérifié à plusieurs reprises, c'est qu'un document écrit, signé par un patient ne vaut rien si le patient n'a pas compris son contenu. Et souvent, les médecins me disent, mais quand la loi Kouchner est venue imposer une obligation d'information aux médecins, c'est pour permettre, vous savez comment on parle des médecins, c'est pour permettre d'engraisser les cabinets d'avocats parce que au final, on sait très bien que le médecin ne respecte pas, enfin en tout cas, donne le document et ne prend pas le temps d'expliquer aux patients, ça sert à rien. Alors là, on remet du sens quand même à la règle. Pardonnez-moi parce que je vais parler juste 5 minutes. Quand on a imposé l'obligation d'information aux médecins, on l'a imposé avec la loi du 4 mars 2002, qui est venue poser les premiers droits du patient et mettre fin à une époque que l'on appelait l'ère du paternalisme médical, où c'était le médecin qui décidait. Le patient d'ailleurs se laissait porter par la décision du médecin, simplement parce que le patient était profane et le médecin était le sachant. La loi du 4 mars 2002 a considéré que le patient est un co-décideur, donc il doit, pour co-décider, informer effectivement le médecin. Et le médecin de dire, oui, mais quand je l'informe, il s'en fiche, en fait, parce qu'il ne comprend pas. Déjà, je leur ai dit, mais déjà, s'il n'y avait pas eu cette obligation juridique, je dis à mon médecin, tu n'aurais jamais pris la peine de te poser, de t'interroger sur ce que tu dois dire au patient. Donc cette obligation juridique, si tu ne lui donnes pas du sens, en tout cas, elle mérite de te faire peur. Alors, c'est jamais bien de faire respecter une règle sous l'esprit d'une pression, mais on voit quand même que depuis 2002, les usages ont été modifiés. On a appris en fac de médecine à venir communiquer et à discuter avec le patient, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc c'est aussi la vertu de cette obligation juridique. Ensuite, elle est mal comprise par les médecins, parce qu'effectivement, certains médecins disent, moi c'est simple, je dis tout à mon patient, et je dis pas tout en fait, j'écris tout. Certains même vont aller plus loin, c'est-à-dire quand ils mettent en place un traitement pour la première fois, les traitements ont tous, par définition, des effets secondaires, tertiaires, etc. Et il y en a qui disent, moi c'est simple, je prends le Vidal, sans faire de publicité, le Vidal étant l'encyclopédie des molécules et des effets secondaires, et je le donne à mon médecin, à mon patient. Et comme ça, je suis sûre d'avoir exécuté correctement mon obligation d'information. Faux, je lui dis, c'est une information que tu donnes, certes, mais elle est déloyale, elle est inappropriée, et elle est effectivement inadéquate, et elle va justement c'est de la désinformation, parce que le patient est incapable de comprendre finalement ce que dit le Vidal. Donc, au final, ceci a posé tellement de questions jusqu'à ce que la Cour de cassation, dans un arrêt très connu pour les juristes qui sont dans la salle, est venue rappeler au médecin finalement le sens qu'il doit donner à cette obligation d'information. Je rappelle que cette obligation d'information porte aussi bien sur l'état de santé et ce que va faire le médecin sur le patient, mais aussi sur le traitement des données. Mais la Cour de cassation a rappelé au médecin en disant, mais attends, l'information que tu dois au patient, ce n'est pas une obligation qui découle du contrat médical. C'est une obligation qui découle de la qualité même de personne humaine que tu as en face. Autrement dit, l'information est due au patient parce que ce patient est digne et que cette dignité fait que tu dois lui dire ce qui lui est dû pour qu'il puisse décider pour lui-même. On a carrément quitté ici l'obligation contractuelle d'information
On est venu rappeler au médecin que s'il doit dire au patient, c'est que le patient est avant tout une personne physique, humaine, dotée de droits, et parmi les droits fondamentaux qu'il a, c'est celui d'être une personne digne. Et la dignité, c'est d'informer au minima de ce qui va le concerner et qui va toucher son intégrité physique et psychique. Voilà. Donc, pour revenir, alors pardon, j'ai fait un petit cours dedans, excusez-moi, mais pour revenir à votre question et pour y répondre simplement, les CGU signées, elles peuvent être signées, c'est une présomption d'information et de consentement, mais qui est largement possible de contredire devant le juge en démontrant que le patient, en fait, n'a jamais rencontré le médecin ou a très mal compris le médecin. Alors attention, parce que pour les médecins dans la salle, il faut quand même dire qu'il y a des moyens de défense aussi pour les médecins, parce que certains me disent « mais moi je me casse la tête à informer mon patient pendant 2 heures ». Et il revient lors d'une prochaine consultation en me disant « en fait, j'ai rien compris ». Il y a des phénomènes qui peuvent expliquer, c'est pas un patient de mauvaise foi. Donc il y a des éléments aussi, des argumentaires qui protègent le médecin, parce que quand le médecin a mis tous les moyens à sa disposition, quand il a pris minimum un quart d'heure, une demi-heure pour expliquer au patient, cela suffit aussi pour dire que le médecin a exécuté son obligation d'information, qui reste avant tout une obligation de moyens, juridiquement parlant. Merci beaucoup. Donc, on va juste une dernière question. On va prendre la dernière question. Oui. Merci beaucoup. Moi, je voulais savoir si, dans votre pratique juridique d'avocate, vous avez déjà rencontré des cas de systèmes d'IA défaillants avec des conséquences juridiques fortes. Pas pour l'instant. De toute façon, simplement parce qu'on est sur un système qui est encore en expérimentation, ça reste souvent dans les services de manière confidentielle. On est plutôt de l'ordre de l'erreur technologique qui est imputable alors finalement à l'éditeur de la solution, au distributeur. Et juridiquement, il y a des choses qui se font, enfin, il y a des règles qui s'appliquent, parce que c'est ce qu'on appelle la responsabilité des produits défectueux pour les juristes dans la salle, où on engage dans ce cas-là la responsabilité du tiers technologique, qui est d'ailleurs assuré pour cela. Mais on n'engage pas nécessairement la responsabilité du médecin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va une dernière question, intervention. Alors, merci beaucoup pour tous ces exposés, c'était vraiment super. Je voulais juste rebondir, c'est pas vraiment une question, je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Quand vous avez dit les patients ont peur de disparaître derrière leur data. Alors, moi j'ai envie juste de commenter ce truc-là, c'est que on est déjà complètement dedans. Mais on n'est pas derrière le problème que vous soulevez, c'est-à-dire ils vont disparaître derrière leur data, c'est un peu ça, mais en fait, on observe aujourd'hui une réduction de la réalité, de la singularité des patients à leurs données, puisque dans un dossier patient informatisé, on ne rentre pas un patient, mais on rentre un certain nombre de données, et donc cette réduction d'un patient à ces données, elle est déjà en œuvre de par le déploiement du numérique en santé. Maintenant, quand on va mettre des systèmes d'aide à la décision, de l'IA derrière, ils vont s'alimenter que des datas. C'est-à-dire que forcément, le système, il va raisonner ou pas. Il y a des systèmes qui peuvent raisonner, puis il y en a qui peuvent moins raisonner. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils n'ont que la partie émergée de l'iceberg de la réalité du patient. Forcément, l'aide à la décision, il faut s'en méfier, puisque c'est un patient tronqué qui alimente ce système. Et ça, en gros, moi je pense que c'est vraiment très important, et ça milite dans le fait que tous ces systèmes doivent être considérés comme des systèmes d'aide à la décision ou d'aide à la réflexion pour décider. Mais je vois avec inquiétude le risque de ce qui est décrit dans la littérature avec l'IA, c'est ce qu'on appelle le biais d'automatisation, qui fait que finalement l'IA elle a plutôt une bonne performance, elle a raison dans 95% des cas, je me mets à la suivre aveuglément, quoi. Et du coup, on passe à côté déjà des 5% où elle a tort, et en plus on ne réfléchit plus, et en fait on oublie que finalement l'IA elle ne s'alimente pas de tout ce qui déborde des données, quoi. Parce que voilà, c'est juste un commentaire.
Oui, vous l'avez. Évidemment, on a encore un petit peu de temps de le renseigner, donc c'est bien. Je voulais rebondir sur le rebond, parce que c'est important. Je pense que ça, c'est une perspective médicale importante, d'arriver bien à identifier quelle est la part où l'IA peut... Je prends les RCP, par exemple, les réunions de concertation pluridisciplinaires. Moi, j'espère que l'IA va arriver un peu plus rapidement pour expertise sur la maladie, avec les data, et que ça va libérer, mais c'est-à-dire il faut arriver à discerner les champs pour pouvoir après faire des choix avec le patient, et là en rentrant justement la voix du patient, la singularité et des choix au plus près. Mais je pense qu'on a un gros travail à faire d'identification des champs dans lesquels on peut brancher de l'IA sur les datas, et après tout ce qu'il reste à faire dans un processus décisionnel singulier avec la voix du patient. Donc je pense qu'on va clôturer cette table ronde 2 et après on va donner la parole à Nicolas Castrotti pour la conclusion de la matinée.